Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord le comité d'organisation de m'avoir associé à cette journée, et surtout pour la partie des cas cliniques. Donc, on va aussi avoir des QCM interactifs sur Slido. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par mon observation. Donc, il s'agit d'une femme âgée de 46 ans, hypertendue non tabagique. Elle est déjà suivie en ORL depuis quelques années pour une rhinite allergique. Elle rapporte la notion d'une anosmie avec un prurite nasal. Elle a travaillé déjà depuis son enfance, depuis l'âge de 15 ans. Elle avait un poste de soudure dans une usine depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 23 ans. Et puis, elle a eu un poste de repassage depuis l'âge de 26 ans jusqu'à 33 ans. Et pour la dernière période, elle était femme au foyer. Elle a été explorée en ville en 2021 pour des douleurs basithoraciques. C'était en période de Covid. Et donc, c'était un tableau aigu. Et le diagnostic d'une pneumopathie à SARS-CoV-2 a été posée sur un angioscanner. Une embolie pulmonaire a été éliminée et on a retenu le diagnostic d'une pneumopathie à SARS-CoV-2 et elle a eu par la suite un contrôle scanographique qu'on va voir ultérieurement. Elle nous a été adressée après pratiquement une année. Elle est venue en juillet 2021 pour exploration d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Donc à l'examen, c'est une dame qui est obèse, elle a un IMC à 35 kg par mètre carré, elle est eupnéique, son auscultation pulmonaire était libre, sa saturation, elle avait 97% à l'air ambiant, il n'y avait pas d'hypocratisme digital et son examen, le reste, il était sans anomalie. Voici sa radiographie du thorax. Donc on voit ici qu'il y a une opacité alvéolaire au niveau de la base avec il y a quelques réticulations qui prédominent au niveau des deux bases. Voici les différents scanners qu'elle a eu déjà en ville auparavant. Ça, c'était le premier scanner, l'angioscanner, sur lequel le diagnostic d'une pneumopathie à SARS-CoV-2 a été posé. On voit qu'on a ici une condensation sous-pleurale qui est au niveau du segment antérieur du lobe inférieur droit. Voilà, il y a d'autres condensations sous-pleurales ici. Donc, c'est une prédominance au niveau du poumon droit. Donc, sur cette imagerie, le diagnostic d'une pneumopathie à SARS-CoV-2 a été posé et elle a eu un contrôle au bout de 3 mois selon les recommandations du suivi qui ont été adoptées durant cette période-là. Voici son scanner, donc en décembre 2021. Donc, il y avait une légère régression de cette condensation. Plus bas aussi, les lésions, elles ont légèrement régressé. On avait plus de lésions à ce niveau-là. Et c'est toujours des lésions qui sont les mêmes, qui régressent. Il n'y a pas d'autres nouvelles lésions qui apparaissent. Et bien sûr, elle a eu un autre scanner après 6 mois. Donc, elle a ramené toutes ces explorations avec elle. C'est toujours en cours de régression, mais les lésions persistent. Et c'est pour cela qu'elle nous a été adressée. Non, aucune thérapeutique. C'était juste une surveillance. Les douleurs thoraciques ont disparu, donc elle n'a pas nécessité de mise sous traitement, particulièrement pas de corticothérapie. Alors, dans le service, ça c'est les coupes médiastinales pour vous montrer qu'il y avait quelques ganglions non significatifs en paratrachéal, en hilaire et en sous-carinaire. Donc, à l'examen et à l'admission, elle avait un bilan qui était quasiment normal. On avait des blancs à 7700, des lymphocytes à 2000, il n'y avait pas de lymphopénie. On avait des eosinophiles légèrement élevés à 250, pas d'anémie, la fonction rénale était normale, fonction hépatique normale, les CPK étaient normales, calcémie aussi, elle était normale, et le LAPSIX, pas de protéinurie et pas d'hématurie. Aux explorations fonctionnelles respiratoires, on avait un trouble ventilatoire restrictif qui était débutant sur la capacité vitale forcée. Je vais revenir. Donc, on avait une capacité vitale forcée à 72%. La CPT, elle était normale à 96%, mais on avait une DLCO qui était basse à 66%. Et on avait aussi un test de marche qui était abaissé. La patiente, elle a parcouru uniquement 64% de la valeur théorique qu'elle devrait parcourir. Donc, notre première question. Face à cette présentation radioclinique, quels seront les diagnostics que vous allez évoquer? En premier lieu, une tuberculose pulmonaire. En deuxième lieu, une sarcoïdose pulmonaire. En troisième lieu, granulomatose avec polyangéite ou ce qu'on appelait maladie de Wagner. Une pneumopathie organisée associée à une connectivite ou un adénocarcinome lipidique ou adénocarcinome bronchulo-alvéolaire. On est à 21 réponses, je pense qu'on peut y aller.
Alors, donc, pneumopathie organisée associée à une connectivite à 96% des réponses, une sarcoïdose à 35%, une granulomatose avec polyangéite à 25%. Pour l'adénome lipidique, l'adénocarcinome, on avait une régression des lésions qui reste un argument ici qui est contre. Normalement, une néoplasie, ça ne devrait pas s'améliorer donc spontanément là. Et pour une tuberculose pulmonaire, on a aussi cette régression des lésions qui reste un argument contre le diagnostic. Alors, quelles explorations on va demander pour mieux étayer notre bilan étiologique pour cette patiente? Une fibroscopie bronchique avec un lavage bronchio-alvéolaire, des recherches des ANCA avec typage, des anticorps antinucléaires avec les anticorps anti-ENA, un examen ophtalmo, un examen ORL. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va pour tout? Ok. Est-ce qu'on ne demande pas? Ok. On est à 21 réponses, on va y aller, 22. On va tout demander, comme a dit Dr Bonsal, on est dépensé, on va y aller. Donc là, les anticorps antinucléaires, ça va nous aider. On va chercher, comme on a déjà évoqué, une pneumopathie organisée associée aux connectivités. Donc on a besoin des anticorps antinucléaires, les anti-ENA aussi. La fibroscopie avec le lavage, ça va nous aider énormément. On aura la formule, qu'est-ce qu'on a comme alvéolite. Les ANCA aussi, parce qu'on a évoqué la maladie de Wagner ou la polyangéite avec granulomateuse. L'examen ORL à la recherche de signes extrathoraciques. Et bien sûr, l'examen ophtalmo, c'est pour notre sarcoïdose à la recherche donc d'une uvéite, d'une séquelle ou autre anomalie qui pourrait nous orienter. Donc notre patiente, elle a eu un intradermoréaction à la tuberculine qui était négative. Son bilan rénal, encore plus la protéinurie, elle est négative. HLM négatif, donc pas d'hématurie. L'examen ophtalmo, pas d'évéite active ou séquelaire. L'examen ORL, elle avait une muqueuse congestive. On a déjà dans les antécédents la notion d'une éventuelle rhinite allergique. Et donc là, on a une muqueuse congestive. La fibroscopie bronchique, la muqueuse, elle était normale. Les recherches de BK sur liquide bronchique étaient négatives. Le lavage, donc on a une légère alvéolite à 150 000, une formule qui est quasiment normale, des macrophages à 91%, des lymphocytes à 6,5%, des PNN à 1,6% et des éosinophiles à 0,2%. Un score de Gold qui est à 61, ce n'est pas vraiment l'hémorragie intra-alvéolaire, mais c'est un score de Gold qui est légèrement élevé. Les anticorps antinucléaires étaient positifs à 80, mouchetés. Les anticorps anti-ENA étaient négatifs. Les anticorps anti-DNA étaient négatifs aussi, anti-CCP, mais on avait des ANCA qui étaient positifs à 2 croix avec au typage des anticorps anti-MPO à 42. Donc là, une granulomateuse avec polyangéite est suspectée. Est-ce que là, c'est vrai qu'on a des anti-MPO, pas des anti-PR3? Est-ce qu'on va rester sur tout ce qu'on a comme élément ou est-ce qu'on va aller vers une biopsie pulmonaire pour avoir une preuve histologique? Une biopsie, par exemple, transpariétale, les lésions, elles sont accessibles au niveau donc, du scanner. Dr Larbi, elle me dit le nez, il est congestif, il n'y a rien. Elle me dit on peut biopsier le nez, même avec une petite congestion. Peut-être qu'on peut trouver des choses. Oui. On n'a pas le micro s'il vous plaît, donnez le micro au Dr Harbi qui a pris la parole. Atina la question, il y a eu l'interaction avec Dr Salemi. Oui. Donc Dr Salemi m'avait dit, voilà, tu vois, il y a les ANCA. Je lui ai dit, mais voilà, sur le scan, il y a des condensations. La démarche pour moi est autre. Donc là, je dirais, on va biopsier du moins invasif vers le plus invasif. Et biopsier la muqueuse nasale, la rentabilité n'est pas la même, mais on peut trouver de la vascularite. D'accord. Donc déjà, la première discussion, déjà, vous avez anticipé. Faut-il biopsier? Déjà, première question. Et après, on va dire où biopsier. Moi, je pense. Parce que moi, je pourrais dire le rein, s'il y a du sédiment urinaire et tout ça. Donc la première question, biopsie ou pas? Preuve histologique ou pas? On est déjà à 19 réponses, on va y aller. Oui. Je vais vous rapporter les recommandations ici de l'AR EDTA. C'était ici pour la recommandation. Donc pour une première fois où on pose le diagnostic ici, lors d'un premier diagnostic de vascularite ou lors d'une rechute,
il est recommandé d'avoir une preuve histologique. C'est vrai que le grade, c'est un grade C et un niveau 3, mais ça reste une recommandation pour notre prise en charge de la patiente. Et notre patiente a eu une biopsie transpariétale d'une condensation. Ce n'était pas une biopsie de la muqueuse nasale, vu que les ORL n'ont pas préconisé de la biopsie en ce moment-là. Donc, l'examen anapath de la biopsie a montré un parenchyme pulmonaire remanié avec un filtrat inflammatoire assez dense, fait de lymphocytes et de plasmocytes, présence de lésions granulomateuses faites de follicules épithélioïdes et gigantocellulaires. Les cellules géantes de type multinucléé sont de type Langerhans. Pas de nécrose caséeuse, pas de signe de malignité et il y a quelques lésions d'angéite des petits vaisseaux. Donc là, c'est les critères. Je remercie Dr Abdallah pour ce calculateur en ligne, donc qui permet de rechercher les critères et de calculer les critères positifs pour la maladie. Là, on est selon les critères de l'ACR-EULAR 2022. Donc, on est à 7 points. Notre patiente, déjà, elle a rapporté à l'interrogatoire la notion d'obstruction nasale. Donc, on est ici à 3 points. Par la suite, donc, on n'a pas d'atteinte cartilagineuse, il n'y a pas d'hypoacousie. Les encas, on a des encas anti-MPO, donc on ne peut pas cocher ici, c'est normalement des anti-MPR3. Et on a des masses, des condensations au niveau pulmonaire, donc on a 2 points. Par la suite, à l'histologie, on a le granulome, donc il nous a fait gagner 2 points. Et finalement, à l'examen ORL, on avait donc une congestion nasale et on gagne ici 1 point. On est à 7 points. Et le diagnostic d'une maladie de Wegener ou d'une granulomatose avec angéite est retenu. Et selon les recommandations pour le traitement, on est ici dans l'atteinte, donc dans le cadre d'une granulomatose avec polyangéite. Là, on a une atteinte pulmonaire avec retentissement fonctionnel respiratoire. Les recommandations, c'est de donner des cures de cyclophosphamide ou du rituximab avec des corticoïdes. On obtient la rémission, donc on va faire le switch par la suite, soit par du rituximab, méthotrexate ou azatioprine, et en fonction de l'évolution avec ou sans corticoïdes. Ici, la pathologie elle est résistante, si on a donné au moment du premier diagnostic du cyclophosphamide, on va faire un switch vers le rituximab et vice-versa pour obtenir la rémission. Notre patiente, donc, elle a bien reçu des cures de cyclophosphamide avec une corticothérapie systémique à dose dégressive. Donc, initialement, c'était 1 mg kg d'équivalent prednisone, puis dégression progressive jusqu'à une dose d'entretien de 1 mg kg par jour. Et voici l'évolution de sa fonction respiratoire. Donc, elle a gagné aussi bien sur la capacité vitale que sur la CPT. On a une évolution d'une année, depuis juillet 2022 jusqu'à août 2023. Et on a même un contrôle scanographique qui nous montre que les condensations ont quasiment régressé au niveau de toutes les lésions, donc en souple oral. Donc, on a une bonne évolution et elle est actuellement sous faible dose de corticothérapie. Donc, on a fait le relais avec de l'azatioprine. Et voilà, je vous remercie. Merci. Merci Hubert pour cette présentation. Des commentaires? Mariam? Moi, je rejoins Dr Arbi pour les biopsies nasales, étant donné que l'obstruction nasale fait partie des critères diagnostiques. Je pense qu'on aurait pu biopsier le nez. Au lieu d'aller biopsier le poumon, ça aurait été moins invasif, d'autant plus que l'obstruction nasale fait partie des critères diagnostiques des vascularies. Ça a été discuté avec les ORL, ils n'ont pas préconisé. La deuxième question, c'est par rapport à l'EMG. Est-ce que on en discutait tout à l'heure avec Dr Abdallah, est-ce que cette patiente a eu un EMG de façon systématique? Oui, je ne l'ai pas mis. Même en l'absence de signes évocateurs d'atteinte. Oui, elle a eu un EMG, il est normal. D'accord. Oui. Très bien. Dr Salem et Dr Maya Abdallah. Pourquoi elle avait une DLCO aussi basse, cette patiente? Il y a déjà les lésions, elles prennent tout le lobe inférieur. Il y a eu des lésions au niveau du lobe moyen. Sans syndrome restrictif, elle n'avait pas de syndrome. La capacité vitale, elle était à 70. CPT, oui, c'est vrai, elle était à 97. Elle avait un retentissement, déjà, même sur le test de marche, elle a parcouru 64% de ce qu'elle devait. Ça peut être des hémorragies intra-alvéolaires. DLCO à 64%. Des 64. 64. Oui. 64, c'est pas très abaissé. Ouais, hein. Ouais. C'est pas très... Ouais. Pour l'atteinte, par rapport à l'atteinte. Sinon, peut-être ce qu'il faut atterrir. Donc, quand on est devant une DLCO qui est très basse, il faut toujours chercher une HTAP ou d'autres lésions. Son ETT, elle est normale. Qui C'est ne la sont discordance pas. entre la capacité totale et la DLCO qui m'a un peu intriguée. D'accord. Maya, micro. En fait, Anna, là, je vais poser une question très basique, très terre à terre. Parce que j'avais l'impression que les lésions sont modifiées au cours du temps et qu'elles ont plutôt bien évolué.
Ou bien j'ai mal compris l'interprétation. Ça persiste. La patiente. Ça persiste, mais c'est... Je pense qu'il y a eu d'autres lésions qui se... Non, c'était toujours les mêmes toujours territoires. Dans le sens de la même patiente territoire. est symptomatique. C'est inhabituel, là, non? C'était la dyspnée qui l'a gênée, la patiente, et elle a continué à avoir son pneumo. Elle était suivie chez un pneumologue de libre pratique, et c'est pour cela qu'elle l'a adressée, parce qu'elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi elle gardait encore des lésions. La patiente était symptomatique, et donc en poussant les investigations, c'était une PID qui a été découverte, et c'était pas une pneumopathie à SARS-CoV-2. Elle n'a jamais eu de PCR, elle n'a jamais eu de confirmation de l'atteinte infectieuse. La question de Maya, elle est en train, sur le plan respiratoire, d'évoluer spontanément bien. Mais c'est ça ça. C'est inhabituel au cours d'une vascularite, c'est ça qui... Oui. Peut-être, oui. Peut-être de la surinfection ajoutée, oui. Surajouté, oui. C'est ce qui a évolué peut-être spontanément favorablement et ce qui est resté. Donc, ce que disait Fatma, ça n'a pas... Donc, finalement, probablement, il y avait de la surinfection surajoutée sur des lésions. Finalement, c'est les lésions résiduelles qui marquent la maladie. Oui. Et peut-être on l'a commencé à l'explorer au moment d'une surinfection ou d'une poussée. C'est ça ce que tu voulais dire, Fatma? D'ailleurs, elle a eu des douleurs thoraciques, probablement. C'était l'apanage d'un épisode infectieux. Donc c'est là où elle a fait parler de la maladie, on va dire. Du point de vue fonctionnel, oui. Le syndrome restrictif, à ma connaissance, c'est une diminution de la capacité pulmonaire totale du EMS avec un rapport avec un dyspnée qui est normal. Là, vous avez une CPT qui est normal à 96%. Oui. C'est ici un tout début de la maladie. On a la DLCO qui a commencé à s'abaisser. Et donc, probablement, si on a laissé évoluer la maladie, elle aurait évolué encore plus sur sa capacité pulmonaire totale. Les lésions, c'est vrai, elles sont là, elles sont prédominantes en sous-pleural, et on a une atteinte de la DLCO qui annonce que la maladie, elle est active, et donc on a un retentissement fonctionnel débutant. Donc il fallait traiter et ne pas laisser évoluer jusqu'à ce qu'on ait vraiment un retentissement plus important. Donc il y avait un trouble de la diffusion, mais il n'y avait pas un syndrome ventilatoire. Il n'y avait pas de restriction parce 96. Que la CPT est normale. Oui. Par contre, il y avait un petit trouble de la diffusion. Et sur le test de marche, c'était... Donc la CPT est normale 96, parce que le retentissement ventilatoire n'est pas important finalement. Capacité vitale était à combien? 71. 71, bon. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que... Bon. Docteur Louzi, une question. Une question. Oui. Donc, une question à propos du diagnostic initial. Sur quel argument on a pensé déjà à une connectivité? Donc, pourquoi les propositions, on a mis une pneumonie organisée secondaire à une connectivité, malgré qu'on a dit, docteur Maya, donc c'est une condensation qui est en train de regresser. On est dans le contexte du post-Covid. Ici, comme j'ai dit, le Covid n'a jamais été confirmé chez cette patiente. C'était un diagnostic porté abusivement durant la pandémie. Si on était dans d'autres circonstances où il n'y avait pas la pandémie Covid, on aurait peut-être exploré d'emblée la patiente et pas laissé pendant 9 mois l'évolution avec des scanners de contrôle. Pour une pneumopathie organisée secondaire au connectivite, vu que c'est une dame, donc on a cherché, les condensations elles sont évocatrices donc de pneumopathie organisée, donc on cherchait dans cette optique-là une connectivite associée, mais on n'a pas exclu les autres pathologies comme donc une vascularite, et donc on a élargi d'ailleurs le bilan immunologique dans ce sens. Mais le Covid n'a jamais été confirmé chez cette patiente, même la PCR faite au moment de l'infection, elle était négative, donc ça n'a jamais été confirmé chez elle. Je pense que dans l'approche des pneumopathies et des lésions interstitielles post-Covid, c'est à la limite, il faut explorer comme si des opacités interstitielles, alvéolo-interstitielles persistent après un épisode Covid, il faut explorer comme, si dépasser le délai, comme une PID, et le fait d'avoir donc et la biopsie et les anticorps, à mon avis, c'est ce qui a peut-être permis de confirmer. Donc, il ne fallait pas considérer le diagnostic d'élimination. J'imagine que avec le temps, elle n'a pas répondu, il n'y a eu que la compensation. Donc, au contraire, c'est bien de pousser et ne pas retenir facilement le diagnostic de pneumopathie post-Covid. Tu as demandé la parole, oui. Donc,
on discutait tout à l'heure du retentissement fonctionnel de cette PID. Je voulais juste insister qu'au cours de la GPA, indépendamment qu'il y ait ou pas de retentissement, indépendamment de la forme clinique, il faut traiter énergiquement ces malades. Et donc, tous les patients ayant une GPA sont candidats à un traitement par corticoïde cyclophosphamide en première ligne. Et sur les dernières recommandations de 2023, le Retux est réservé aux patients rechuteurs. Donc, dès la première rechute, on peut switcher vers le Retux. Autre point, les critères que vous avez présentés, comme vous l'avez noté, Oudé, sur vos plaques, c'est des critères de classification. Donc, ce n'est pas des critères diagnostiques, mais des critères de classification qu'on utilise dans les cohortes, c'est-à-dire si je vais mener une étude ou si je vais faire un essai pour inclure mes patients, il vaut mieux que mes patients répondent à ces critères. Après, à l'échelle individuelle, quand j'ai un patient devant moi, je peux poser le diagnostic de GPA indépendamment des critères. C'est le bon sens clinique qui prime en fait. Donc compter des points ou ramasser des critères, c'est essentiellement pour les cohortes. C'est des critères de classification et non pas des critères diagnostiques au sens propre. C'est des critères de dépistage? C'est des critères, non, pas de dépistage. D'orientation? C'est-à-dire, c'est pour avoir des populations homogènes, des patients homogènes. Mais c'est-à-dire, mon patient peut ne pas avoir des critères, il peut avoir une atteinte ORL et un poumon. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Très bien. Donc, si on peut retenir pneumopathie ou syndrome alvéolo-interstitiel post-Covid, et il fallait pousser un peu plus ces explorations. Deuxième élément, le diagnostic a pu être confirmé, on aurait pu être moins invasif. Et on a eu le diagnostic par une biopsie pulmonaire transpariétale. Troisième élément, quel que soit le retentissement fonctionnel respiratoire, on n'est pas comme dans les PINS ou comme d'autres pathologies, il faut donner un traitement immunosuppresseur qui est actuellement bien codifié.